du système de santé et moi, je me suis plus penché sur la prise en compte des facteurs environnementaux sur la santé et comment on peut l'améliorer. Et donc là, je vais vous présenter la première partie de mes travaux qui a consisté en essayer d'abord de dresser un panorama des enjeux environnementaux et d'essayer de voir au-delà des impacts sanitaires combien ça coûte à la société. L'idée étant de pouvoir prioriser les enjeux et dans un souci d'aide à la décision, idéalement en complément avec des données sanitaires qui viennent notamment d'être présentées. Et ensuite de pouvoir, la deuxième et troisième partie que je n'aurai pas le temps de vous présenter, mais on est tenté de réfléchir à comment la société, donc les politiques publiques notamment, mais aussi la réglementation, les normes, prennent déjà en charge et prennent déjà en compte des facteurs environnementaux et surtout comment on peut améliorer et améliorer cette prise en charge préventive des facteurs environnementaux. Bah voilà, c'est ce que je viens de vous présenter. Alors, je vais repasser rapidement sur le contexte, parce que ça vient déjà d'être présenté. Mes travaux, ils s'inscrivent dans le champ disciplinaire de la santé-environnement ou santé environnementale, qui intègre notamment l'exposome, qui a été inscrit dans le Code de la santé publique en 2016, qui comprend vraiment la compréhension de l'ensemble des interactions de, des individus avec l'ensemble des environnements au sens large sur la santé des populations, ceux de la conception d'un nouveau-né jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, on sait qu'à peu près 70% des maladies non transmissibles sont dues à des facteurs environnementaux. Et ça, c'est en lien directement avec un autre champ qui s'appelle l'épigénétique, qui maintenant arrive à comprendre comment différents facteurs environnementaux viennent directement modifier la façon dont l'ADN code ces protéines, sans en modifier la structure, et avec potentiellement aussi des effets qu'on appelle transgénérationnels, c'est-à-dire qu'ils vont se répercuter sur les générations suivantes, voire des fois en sauter sans avoir été altérés dans sa structure directement, mais qui auront des impacts sur la santé, soit en facteur protecteur, soit en facteur aggravant de pathologie. Voilà, donc la santé-environnement, au-delà de la compréhension des impacts de l'environnement sur la santé, ce qui est intéressant dans ce concept-là, c'est que ça s'étend en fait aussi aux politiques publiques. Et donc, à partir du moment où on dit que ça relève du pouvoir public, ça veut dire que la puissance publique a une responsabilité vis-à-vis de la gestion, de la résorption, du contrôle et la prévention des facteurs environnementaux sur la santé. Là, pareil, ça a été exposé avant, donc je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus, mais évidemment, on le voit de plus en plus, les impacts du changement climatique sur la santé, que ce soit en termes d'augmentation des épisodes climatiques extrêmes, les vagues de chaleur et des canicules qui sont un des effets les plus visibles, mais aussi le retrait du trait de côte, les inondations, les tempêtes, etc. Et puis évidemment, la santé mentale aussi. Évidemment, le changement climatique, il est directement connecté, on l'a dit aussi, à la biodiversité, à la santé des écosystèmes, en ce que la biodiversité est à la fois impactée par le changement climatique, mais en est aussi un des systèmes régulateurs. Alors tout ça, évidemment, c'est pas nouveau. Là, je m'inscris aussi totalement en lien avec ce qui a été dit au tout début. La compréhension de l'impact de la santé, de l'environnement sur la santé, ça remonte à très très loin. C'est déjà dans le traité des eaux, des airs et des lieux d'Hippocrate, si vous voulez aller regarder simplement la préface, les médecins d'antan avaient très bien compris le rôle du climat, de la météo, des habitudes de vie des habitants sur la santé des populations dans les villages qu'ils allaient visiter. Et puis de façon plus récente, un des grands ouvrages de la santé-environnement, c'est Printemps silencieux de Rachel Carson, et qui a mis en lumière, qui a à l'époque fait ce travail toute seule, un peu de collecte des données de l'impact du DDT, donc qui était un herbicide qui est utilisé massivement, notamment aux États-Unis, et qui a dressé le panorama des impacts à la fois environnementaux et sanitaires du DDT, et qui à l'époque avait eu un poids énorme sur la prise de décision, et notamment l'interdiction du DDT par la suite. Alors, nous, dans le travail qu'on a mené sur notre première année de thèse, on s'est confronté à beaucoup d'enjeux méthodologiques. Je ne vais pas tous vous les citer. Il y en a certains qui ont déjà été énoncés, mais on a dû faire des choix sur quels déterminants on allait choisir dans le cadre de ce travail, parce que le champ de la santé-environnement est en fait très très large. On a à la fois l'environnement du travail, l'environnement socio-culturel, économique. Et nous, on a fait le choix de se réduire à l'environnement physique
On a croisé plusieurs sources de données, littérature grise et académique, qui ont elles-mêmes leur classification, qui n'ont pas toutes les mêmes nomenclatures dans la santé environnement. Donc là, il y a encore des débats. Par exemple, dans un des rapports de l'OMS, jusqu'à il y a peu encore, donc la 2016, il n'intégrait pas encore les pollens dans le cadre de la santé environnement, alors qu'on sait justement, et ça vient d'être énoncé, que c'est un enjeu émergent, notamment aussi vis-à-vis des effets de santé comme l'asthme. Au total, on a choisi 9 grands déterminants de santé-environnement et leurs sous-déterminants, qui sont en fait les facteurs ou les polluants principaux, et aussi notamment ceux où on a des données. Donc ça peut être les particules fines et ultra fines, PM10, PM2,5, ou alors les oxydes d'azote pour la qualité de l'air extérieur, les différents événements climatiques extrêmes liés en tout partie au changement climatique, ou encore dans les agents physiques, le bruit, l'amiante, les éléments traces métalliques, par exemple, ou encore le pollen et les UV. Et évidemment, là, on ne le voit pas avec la barre verte, mais on a gardé les effets du changement climatique et de la biodiversité comme des enjeux de fond qu'il fallait essayer à minima, de quantifier. Et donc, le point d'entrée de ces travaux, ou le point d'arrivée, c'est qu'en fait, l'ensemble de nos processus dans notre société, que ce soit d'extraction, de production, de transformation, de consommation, ils produisent ce qu'on appelle des externalités négatives. Donc, en fait, on a déjà énormément parlé depuis ce matin, qui sont représentées par différentes images. Qu'est-ce que c'est une externalité négative? Ça vient de l'économie à la base, ce terme. En fait, ça représente des coûts qui ne sont pas pris en charge par l'émetteur ou le producteur et qui vont en fait pris en charge par la société. Autrement dit, les coûts de la pollution de l'air sur la santé ne sont pas pris en charge par les pollueurs. Ils seront pris en charge par le système de santé, par les associations, par le système de soins, par le système éducatif. Et donc, ça pose un grand problème de ce qu'on appelle d'efficacité économique ou d'efficience, parce que ça mène, de fait, et on le voit évidemment actuellement, à ce qu'on appelle un gaspillage de la ressource, que ce soit de la ressource air, de la ressource biodiversité, et une pollution des milieux, puisqu'on surproduit par rapport aux capacités des écosystèmes à produire et à gérer les déchets qu'on émet. Donc, que ce soit les déchets ou les algues vertes. Là, j'ai repris une des images d'eau et rivières, la pollution de l'extérieur ou encore justement les canicules et les vagues de chaleur. Donc l'idée, c'était, pour pouvoir opposer aux arguments économiques qu'ont souvent les industries, les entreprises et les lobbies, sont souvent des arguments de compétitivité économique, de pouvoir leur opposer des contre-arguments économiques qui relevaient de ces externalités négatives pour pouvoir dire, ben, certes, vous produisez des gains, mais en contrepartie, il y a des coûts pour la société qui sont portés par tous. Alors là, je ne vais pas revenir dans le détail parce que ça a aussi été présenté. En fait, on est exposé par tous les milieux et par toutes les voies d'exposition, donc air, au sol et par voie d'inhalation, cutanée et d'ingestion. Et l'idée, et donc je vais rebondir aussi sur les EIS, ou les évaluations quantitatives d'impact sur la santé, donc qui visent à essayer d'estimer en termes de mortalité ou de morbidité, ou encore en termes d'années de vie perdues, combien pèse un facteur environnemental sur la santé. Et de ces EUS ou de ces EQIS, on essaie de valoriser ces impacts sanitaires en coût économique. Alors, pour donner juste un exemple, si on prend un des facteurs les plus documentés qui est la qualité de l'air, donc là, je vais redézoomer au niveau national. Si les concentrations en particules fines de diamètre inférieur à 2,5 micromètres étaient lissées sur l'année inférieures à 5 microgrammes par mètre cube, ce qui correspond aux recommandations de l'OMS, on pourrait éviter 40 000 décès prématurés par an, donc ça c'est Santé publique France, ou gagner 7,6 mois d'espérance de vie à 30 ans en population générale. Et ça, si on le valorise en coût socio-économique, ça représente 130 milliards d'euros par an. On peut faire le même exercice pour le bruit. On peut appliquer les courbes dose-réponse pour différents effets sanitaires liés au bruit, que ce soit la gêne, la perturbation du sommeil, le diabète, les maladies cardiovasculaires, qui ont été mises à jour aussi par l'OMS en 2016, il me semble. On applique ces courbes dose-réponse sur des données d'exposition là au niveau national, mais on pourrait tout à fait le faire au niveau régional, voire des collectivités ou des EPCI. Au niveau national, l'exposition au bruit environnemental, c'est environ 2700 décès prématurés par an et la perte de 694 000 années de vie perdues. Si on le valorise en coût, donc combien ça coûte à la société? C'est 147,1 milliards d'euros par an, dont 126,3 milliards de coûts sanitaires qu'on dit non marchands.
Non marchand, pourquoi on dit aussi intangible? Parce qu'en fait, ce n'est pas des coûts qui rentrent directement dans l'économie et le PIB, c'est la valeur sociétale. Alors voilà, alors normalement ça se déroule un par un, là c'est un petit peu lourd, mais en gros ça se divise en quatre grandes catégories, les coûts socio-économiques. On a ce qu'on appelle des coûts marchands ou tangibles qui rentrent directement dans le PIB, dans lequel on a des coûts sanitaires qui sont directement les coûts pris en charge par le système de soins. On a aussi des pertes de production liées aux arrêts de travail, par exemple. Et on a dans les coûts sanitaires aussi des coûts qu'on appelle non marchands ou intangibles, qui correspondent en fait à la valorisation économique des décès prématurés. En France, sur les derniers rapports qu'on a, on estime, donc ça c'est la valeur statistique d'une année de vie, qu'un décès prématuré, quel que soit l'âge du décès et quelle que soit la cause du décès, c'est 3,2 millions d'euros. Alors ça aussi c'est discutable, ça dérive de l'agrégation de beaucoup de documents au niveau international, mais qui ont des gros problèmes méthodologiques derrière, notamment pour les risques environnementaux, mais on pourra y revenir. La valorisation d'une année de vie perdue, c'est 122 millions d'euros, ça vient du même rapport Kiné de 2013, pose aussi d'autres questions méthodologiques, et puis aussi on peut valoriser justement la perte de bien-être, les effets sur la santé mentale, etc. Et puis de l'autre côté, on a des effets non sanitaires, tangibles, donc les dommages directs matériels liés aux inondations, aux tempêtes, les pertes de production agricole ou forestière, et puis enfin, et on en parlait aussi au début de cette journée, la valorisation intangible liée à la perte des écosystèmes et de la biodiversité. Quelle valeur on accorde intrinsèquement à la biodiversité, aux écosystèmes, et même sous question, faut-il accorder une valeur monétaire à la biodiversité et aux écosystèmes? Ensuite, j'ai dû agréger tous les coûts et des coûts des déterminants et sous-déterminants que je vous ai présentés juste avant, pour essayer d'avoir en gros un panorama de combien ça coûte à la société d'avoir l'ensemble de ces externalités négatives. Et on se retrouve avec ce diagramme en bas qui représente donc en bleu, c'est les coûts minimums, les estimations basses, on va dire, et en orange, les estimations hautes qui en fait dépendent des documents ou des méthodes qui ont été consultés. Et donc les trois grands déterminants qui pèsent sur la santé selon le coût socio-économique annuel, c'est le bruit, la pollution de l'air et les enjeux liés à la nutrition et l'activité physique. Pour l'obésité, environ 20 milliards d'euros par an et sédentarité et inactivité physique, environ 140 milliards d'euros par an. Avec une retenue ici, c'est que on n'a pas du tout été capable de définir dans quelle proportion ces impacts étaient liés en fait avec des facteurs environnementaux. On sait qualitativement que l'activité physique va être favorisée par des facteurs environnementaux, notamment euh, les espaces verts, des espaces de marchabilité, des trames vertes, des trames bleues, etc. Mais dans quelle proportion, on n'a pas été capable de le définir. Et puis, si on remobilise en concomitance les indicateurs sanitaires, qui sont en fait des arguments qui sont souvent mobilisés conjointement dans l'aide à la décision, eh ben, on garde les enjeux de la nutrition et de l'activité physique comme prépondérants. On garde aussi les enjeux de la pollution de l'air, ici liés au PM2,5 comme prépondérants, avec entre 40 et 48 000 décès par an. Par contre, le bruit, si on ne regarde que la mortalité, redescend bien plus bas dans le classement. Et puis, on fait des expositions chimiques. Donc là, il n'y a que 6 polluants chimiques. Parce qu'on n'a pas de données pour en fait des milliers de polluants chimiques qu'il y a dans l'environnement. Il faudrait, mais pour l'instant, on est très limité. C'est presque 20 000 décès prématurés liés à 6 polluants chimiques. Donc, il y a le benzène, le monoxyde de carbone, le trichloroéthylène, il y en a d'autres. Voilà, tout ça pour vous dire que ça va mobiliser en concomitance et surtout qu'en fait, la hiérarchisation que je vous ai montrée juste avant, elle est prendre avec beaucoup de précautions, qu'en fait, dès qu'on change d'indicateur ou dès qu'on intègre d'autres déterminants, selon le périmètre qu'on choisit d'étudier, et ben, en fait, cet ordre de priorité va changer et il va aussi changer si on change d'échelle géographique. Là, c'est au niveau national, mais si on redescendait au niveau régional, on se retrouverait sans doute aussi avec des ordres de priorité différents. Et là, l'intérêt est de mobiliser potentiellement les arguments économiques avec les travaux qui viennent tout juste de vous être présentés au niveau régional de mortalité et de morbidité, par exemple, liés au radon et qui étaient régionalisés, voire à l'échelle des départements et des EPCI. On peut encore comparer avec d'autres indicateurs, donc là au niveau international à gauche, donc ça c'est aux États-Unis, mais on retrouve à peu près les mêmes facteurs prépondérants environnementaux sur la santé. Et puis si on regarde un autre indicateur, cancer attribuable à l'environnement ou
ou aux habitudes de vie. À droite, c'est Santé publique France. Évidemment, en tête de liste, on se retrouve à nouveau avec le tabac et l'alcool. Et puis ensuite, on retrouve nos enjeux de nutrition et d'activité physique, les infections dont on parlait aussi dans le cadre de One Health, et puis les expositions professionnelles que moi, je n'ai pas intégrées dans mon travail, ça c'est aussi discutable. Et puis enfin, les UVI. Donc là encore, on change d'indicateur, on change d'ordre de priorité. Et puis, le grand problème du coup socio-économique tel que je vous l'ai présenté, c'est que ça ne rend pas compte non plus de la répartition géographique des risques. Le premier risque naturel en France, ça reste encore les inondations continentales en termes d'exposition des populations à un risque. Et si on prend les événements climatiques extrêmes et la surmortalité, ça reste encore les vagues de froid et les vagues de chaleur canicules en France métropolitaine. Donc ça, Santé publique France. Alors, j'ai énoncé déjà certaines limites à ce travail. D'abord, on est tributaire des données disponibles. C'est-à-dire qu'on a trouvé des données là où d'autres avaient fait des études pour pouvoir trouver ces données. Et il est fort probable qu'en fait, ces coûts économiques forts reflètent en fait aussi une forme de maturité scientifique et politique de la prise en compte de ces facteurs environnementaux, là où en fait le bruit et la pollution de l'air sont des déterminants de santé qui sont assez facilement mesurables, modélisables. Et il se peut que si on avait des modèles qui permettaient, par exemple, d'étudier les effets transversaux, on l'a dit tout à l'heure, des multi-expositions, ou ce qu'on appelle aussi les effets cocktails, ou des multi-expositions à des milliers d'agents chimiques, et qu'on arrivait à quantifier déjà au niveau sanitaire leurs effets sur la santé, et en plus de ça, leurs effets en termes de coûts socio-économiques, on se retrouverait certainement avec des coûts bien plus hauts et on changerait les ordres de priorité. Et puis encore une fois, autre limite majeure, la plupart des coûts sont sous-évalués parce qu'on l'a dit, très peu de ces coûts intègrent notamment les effets sur, par exemple, la santé mentale et encore moins les effets transversaux entre notamment l'interaction entre le climat et la biodiversité. C'est vrai que je n'ai pas reparlé de la biodiversité. Il y avait juste une seule barre qui était de 80 milliards d'euros par an et qui correspond à ce qu'on appelle les services écosystémiques de la biodiversité. Donc ça, c'est l'évaluation française des services écosystémiques de la biodiversité et qui a tenté de valoriser économiquement combien, en termes de PIB, on pouvait tirer de la biodiversité au niveau national, donc que ce soit en termes de captation de carbone, de ressources en bois, en réserve halieutiques. Mais là encore, et là on dit avec les mots d'introduction de ce matin, c'est une vision très utilitariste de la biodiversité. On n'est pas du tout capable, à l'heure actuelle, que ce soit au niveau national ou international, d'estimer quels sont les coûts de la perte en cascade de la biodiversité. Et alors qu'on sait que environ 50% du PIB mondial est modérément ou très fortement lié à la biodiversité. Et puis en perspective, ça donne quand même un panorama des enjeux santé-environnement. Là, on a souvent des données qui sont réparties dans beaucoup de documents différents. On a essayé de les uniformiser le mieux qu'on pouvait pour au moins avoir un panorama des enjeux aussi pour l'aide à la décision. Où souvent, les documents prennent des enjeux bien définis dans chacun de leurs documents et quelques éléments de coût par-ci par-là. Et donc, l'autre perspective que j'ai énoncée, c'est de pouvoir mobiliser ces notions de coût en parallèle des impacts sanitaires. Et puis, enfin, la perspective qui a servi ensuite pour la deuxième et troisième partie de mes travaux, c'était de s'appuyer sur les synergies ou les co-bénéfices qui étaient tout à l'heure énoncés, qui avaient été proposés par Éloi Laurent, justement, de proposer des actions publiques très concrètes, hein, que ce soit en termes de réduction d'évitation voie rapide, que ce soit en termes d'isolation phonique ou thermique des bâtiments, donc vraiment des choses très concrètes. Quels sont les co-bénéfices, comment on les évalue sur la réduction du bruit, la réduction de l'accidentalité, par exemple, la réduction évidemment des polluants de l'air, etc. Donc là, l'idée, et là on commence de plus en plus à le faire, d'avoir des méthodes qui permettent d'estimer l'éco-bénéfice de différentes interventions publiques pour l'aide à la décision et de pouvoir dire, et ça se fait à différentes échelles, même à l'échelle d'une ville ou d'une métropole, de pouvoir dire, par exemple, si vous arrivez à mettre en place tant de report modal, vous pourrez, et que vous remplacez tant de chauffage non performant, vous pourrez éviter tant de décès par an à l'échelle de votre métropole ou économiser tant de coûts sanitaires, intangibles ou tangibles. Donc, c'est vraiment des arguments qui peuvent porter au niveau des décideurs aussi, en termes de perspective pour la suite de ces travaux. Voilà, globalement.